Statistiquement, les chiffres sont formels. Les femmes en bourse gèrent mieux leur portefeuille que les hommes. Sur 20 ans, le résultat est énorme et ça va représenter des dizaines de milliers d'euros de différence. Et je vais te montrer dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'elles réussissent à surperformer. Alors c'est pas une question de genre bien sûr, c'est une question de psychologie, de mindset investisseur pour parler en bon français. Aujourd'hui, je vais te montrer les 2 erreurs à ne pas faire en bourse que commettent en général plutôt les hommes. Et pour illustrer ça, tu as pas mal d'études, donc je vais te le montrer dans cette vidéo. La première, c'est celle de Fidelity. Et Fidelity, si tu ne les connais pas, c'est un énorme gérant de fonds aux États-Unis et il possède par exemple le 4e fonds sur lequel il y a le plus d'assets, donc d'actifs sous gestion. Alors l'étude date un petit peu, mais ce qu'on peut voir, enfin ce qu'elle en conclut, c'est que, alors si tu parles anglais comme une vache espagnole, rassure-toi, on va traduire tout ça, c'est qu'en gros sur les 5 millions de comptes clients qu'ils ont chez eux, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les femmes vont surperformer de 0,4% de performance en plus par rapport à des hommes. Et après, tu peux avoir des études un peu plus académiques. Alors là, c'est une business school qui s'est demandé si les femmes étaient de meilleurs investisseurs que les hommes. Et la réponse est oui. Et là, le chiffre est beaucoup plus important, où là, ils ont trouvé que les femmes surperforment d'1,8% par an. Alors cette étude-là, elle est moins connue forcément que celle de Fidelity, mais l'objectif c'était de te dire qu'avec Alfred, on était à la bibliothèque, on a fouillé un peu les études pour s'appuyer sur plusieurs sources différentes. Alors les résultats divergent sur le montant de cette surperformance, mais en tout cas il y a une conclusion, c'est que les femmes surperforment par rapport aux hommes. Donc on s'est posé la question. Et petit spoil, dans cette vidéo, il y a 2 erreurs qui coûtent super cher mais que tu peux éviter très facilement. Salut, c'est Gabriel. Alors petit rappel comme d'habitude, je ne suis pas conseiller financier, Alfred non plus, donc tout ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Alors on va aller tout de suite sur l'étude la plus importante en termes de volumétrie, et l'étude elle a été faite par des docteurs en finance. Alors elle date un petit peu, donc on l'a sortie du grimoire avec Alfred, puisqu'elle analyse la période de 91 à 97, mais en fait ça me paraissait vraiment intéressant parce que là pour le coup tu as plus de 35 000 comptes d'investissement qui ont été analysés, et sur cette période en fait ils ont constaté plusieurs choses qui sont vraiment très intéressantes. C'est qu'en fait les hommes trade, donc vont acheter et revendre 45 d'actions en plus que les femmes. Et du coup, cette un peu suractivité au niveau des achats-ventes d'actions, ça va conduire à une sous-performance de 2,65% de performance par an. Et d'ailleurs, ça m'intéresse que tu me dises en commentaire si tu te sens concerné ou pas du tout par les biais psychologiques que je suis en train de te montrer. Et ce qui est rigolo aussi dans cette étude, c'est qu'ils ont montré que des hommes célibataires achetaient encore un peu plus d'actions que des hommes en couple. Donc là, un homme célibataire, tu vois, il achète et vend 67% d'actions en plus qu'une femme célibataire. Et du coup, cette hyperactivité en termes d'achat-revente, ça va générer une sous-performance d'1,44% par an. Alors là, potentiellement, tu es en train de te dire, ouais, enfin c'est sympa, 1,4% par an, ça va pas changer la vie. Alors je t'avais abordé plusieurs réserves sur les calculettes financières, mais bon, il faut bien calculer et se projeter. Là, tu vois qu'en gros, 100% épargné sur 30 ans à 1,4%, et bah du coup, ça représente quand même un capital de 44 000 euros. Alors c'est sûr que si tu augmentes ta capacité d'épargne, tu n'es plus à 400, mais mettons à 500 euros, bah ça représente quand même plus de 220 000 euros en moyenne, bien sûr. Donc du coup, pour performer en bourse, il faut être en couple. Alors c'est sûr, ça fait partie un peu de la solution, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce que cette suractivité génère une sous-performance. Ce qu'il faut comprendre, c'est déjà le spread, donc l'écart entre l'achat et revente. Par exemple, si je veux acheter Schneider Electric, donc je vais l'acheter à 267,50 euros, je la revends, et bah elle est valorisée 267,45 euros. Donc je vais perdre 5 centimes en supposant que le marché ne bouge pas et que je ne paye pas de frais. Donc en fait, déjà, tu as ce spread-là. En plus, bien sûr, tu as des commissions, des frais de passage d'ordre, alors qui peuvent être plus ou moins importants. Tu peux avoir aussi de la fiscalité. Si tu es sur des actions françaises, même dans le cadre d'un PEA, tu as de la fiscalité parce que tu as des taxes sur les transactions financières. Donc tout ça, en fait, cumulé, ça génère une sous-performance. Et la plus grosse erreur, en fait, c'est de faire un achat émotionnel. Alors, pour t'illustrer ça, par exemple, on peut prendre l'action Ubisoft. Tu vois que là, il y a énormément de volatilité. Et typiquement, sur ces actions-là, c'est très facile de se tromper. Tu vois qu'elle a fait plus 8% hier. Et aujourd'hui, elle fait moins 9%. Donc, si tu avais acheté en fin de journée, par exemple, hier, tu te manges effectivement la moins-value. Et là, forcément, ça picote un peu.
Et donc en fait, il y a deux stratégies qui s'affrontent. Les hommes pensent, et on l'a vu à travers cette étude-là, qu'il faut acheter et vendre de manière un peu continue pour surperformer par rapport au marché. Mais on voit que statistiquement, ils n'arrivent pas à battre le marché, c'est extrêmement dur. Et si tu fais beaucoup d'opérations d'achat et revente, forcément tu augmentes ton risque de chute, de perte en capital. Alors que les femmes, statistiquement, font plus une stratégie de buy and hold. Donc en fait, elles achètent et elles conservent leur position un peu ad vitam aeternam, ou en tout cas sur un horizon très long. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'en fait, elles vont du coup réduire forcément leurs frais, la fiscalité et passer le côté émotionnel. Et donc forcément, elles auront statistiquement moins de risques de se tromper. Alors j'ai pas trouvé dans les différentes études qu'on a pu regarder avec Alfred des préférences pour les hommes ou pour les femmes pour une certaine typologie d'actifs, que ce soit des actions directes ou des ETF. C'est plus vraiment dans la psychologie d'approche, dans ta stratégie d'investissement, la manière dont tu achètes ton action. Est-ce que tu vas l'acheter de manière progressive ou est-ce que tu vas acheter et revendre en spéculant? Et ça, effectivement, c'est plus une particularité des hommes. Alors, sans faire de la psychologie à 2,50 €, bon, en général, quand tu dis cette phrase-là, c'est qu'après, tu vas faire de la psychologie à 2,50 €. Ah bah non, franchement, t'es mauvaise langue. En plus, vu mon taux horaire, vu le temps qu'on a passé avec Alfred pour regarder les études, on serait plus proche d'une psychologie à 10 €. Hein. Bon, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, la stratégie d'achat-revente, elle est vraiment complètement battue statistiquement par la stratégie buy and hold. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir vraiment des convictions fortes sur ce que tu achètes, que ce soit des actions ou des ETF, peu importe, mais que tu aies des convictions fortes pour justement limiter tes ventes et être investi sur du long terme. Là, par exemple, alors je t'ai caché le nom de l'action. Non, mais en fait, le nom de l'entreprise, il est en bas à droite, là. Ah oui, non mais en fait ce que je voulais te montrer c'est que est-ce que si je te cachais le nom d'entreprise, je te disais moi je suis investi sur une action depuis le début de l'année, elle fait moins 14, sur 6 mois elle fait moins 20 et sur un mois elle fait moins 13%, donc c'est un peu la chute du faucon d'or. Donc là, ça donne pas forcément envie de conserver ses fonds sur cette action-là. Et pour autant, on parle quand même de Microsoft. Donc tu vois, sur une augmentation, plus elle a des très très beaux résultats. Enfin bon, je ne vais pas parler de Microsoft ici, mais l'objectif, c'est d'être vraiment convaincu dans ce pourquoi tu investis. Parce que si tu ne l'es pas, du coup, quand il va y avoir des mouvements un peu contraires sur les marchés, tu seras très fortement, je dirais, tenté de vendre. Et c'est un peu la pire idée que tu pourrais avoir. Voilà, en fait, il faut vraiment conserver ses convictions. Alors après, on peut changer bien sûr d'avis, mais tant que je dirais ta thèse d'investissement n'est pas erronée, et du coup, continue, même si effectivement tu as des vents contraires au niveau de la bourse. Alors la deuxième erreur que font plutôt les hommes par rapport aux femmes, c'est l'overconfidence. Alfred, pourquoi tu m'as mis autant de mots anglais là? On n'est pas à Wall Street quand même. Oui, pardon. En fait, c'est la surconfiance. En fait, c'est que tu ne penses plus avec ton cerveau, mais tu penses avec ta... Alfred, faut que tu m'aides à terminer cette phrase parce qu'elle va mal finir. Ma petite voix intérieure. Ok, c'est pas génial, mais je la prends quand même. Et cette petite voix, elle te dit que tu vas pouvoir timer le marché, donc acheter au plus bas et vendre au plus haut. On sait très bien que ça, c'est statistiquement quasi impossible. Bon, après, il y a des exceptions, mais statistiquement, voilà, c'est quasiment impossible. Et cette surconfiance qu'ont les hommes, c'est un peu ce que disent en filigrane toutes les études. Alors, ce que dit Fidelity par rapport aux femmes, c'est que, tu vois, ici, il y a 33% des femmes qui se disent, je dirais, suffisamment à l'aise avec leurs investissements, qu'elles en connaissent suffisamment. Alors c'est un pourcentage qui est vraiment faible, mais en fait si on remonte un peu au-dessus, on voit qu'elles prennent leurs finances en main. Donc en fait c'est vraiment un manque de confiance qui, alors pour le coup, est bénéfique pour elles parce que du coup ça va générer moins d'achats-reventes et une stratégie beaucoup plus passive. Bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire, Alfred? Une omelette aux champignons, ouais, alors c'est un peu hors contexte. Non, on va plutôt regarder comment utiliser toutes ces informations que je t'ai données pour mieux investir. La première, c'est d'utiliser un DCA ou Dollar Cost Averaging. C'est le fait d'investir tous les mois. Alors, s'il te plaît, ne fais pas l'erreur que vraiment tout le monde, quasiment tout le monde fait. Je t'ai fait une vidéo là-dessus pour vraiment optimiser ton DCA. Et ce DCA, ça va te permettre en fait d'aller tranquillement sur cette stratégie de buy and hold, c'est-à-dire d'acheter et de conserver ta position jusqu'à la fin. Et ça va t'éviter de spéculer parce que voilà, plus tu trades, plus tu risques de perdre ton argent. Et
du coup, cette gamification sur les marchés financiers, alors bon, c'est sûr que ça démocratise l'investissement, donc en ça, c'est positif. Mais par contre, le risque, c'est que tu n'arrives plus à dissocier en fait l'investissement qui est quelque chose de sérieux d'un jeu. Et du coup, tu risques de perdre, je dirais, des sommes forcément importantes parce que tu es tout le temps sur ton application de trading ou avec ton courtier. Et moi, du coup, ce que j'ai fait, j'ai désinstallé tout simplement mon application. Enfin, je précise, j'ai quitté l'application qui était vraiment super intuitive et je me suis mis sur un autre courtier qui est beaucoup moins feng shui parce qu'en fait, ton esprit va être focalisé sur la volatilité court terme alors que si tu as des convictions fortes, en réalité, une échéance à 6 mois, 1 an, concrètement, c'est pas ton sujet. Donc forcément, si tu regardes plusieurs fois par jour, tu es dans la mauvaise direction. Et le troisième conseil que j'essaie de m'appliquer, bon, faut pas lutter non plus contre sa psychologie, son envie d'investir. Si tu as envie de jouer, essaye de jouer sur une somme qui est petite. Si par exemple tu as 1000 euros que tu peux placer et que tu as envie de jouer un peu, et joue uniquement avec 100 euros. Et les restes, le 900 euros, et ça tu vas les conserver et placer sur de l'horizon long terme. Donc ce qu'on a voulu montrer en fait avec Alfred dans cette vidéo, c'était pas du tout une question de genre ou d'aller sur des lieux communs ou des préjugés. On s'appuie sur des études et au-delà du genre, l'idée c'est plutôt une psychologie d'investisseur qui concerne autant les hommes que les femmes finalement. Et l'idée, c'est de te faire comprendre que la stratégie buy and hold est largement moins risquée qu'une stratégie d'achat-revente successif. Et la deuxième chose super importante, alors on va terminer un peu sur une idée philosophique, ça va te changer Alfred. Socrate disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Donc en fait, en finance, c'est un peu pareil. Il faut vraiment essayer d'apprendre un nouveau truc un peu tous les jours, essayer de s'améliorer dans le cadre de ses finances. Parce que c'est comme ça finalement que tu feras de moins en moins d'erreurs. Après, tu en feras toujours, mais en tout cas, tu en feras moins. Et si tu ne sais pas quel courtier choisir, ça tombe bien, on t'a fait une super vidéo avec Alfred, elle s'affiche juste ici. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à t'abonner, à la booster. Avec Alfred, on prend tout, on n'est pas compliqué. Et un grand merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Allez, bonne semaine, salut.